Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Yo! Bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible pour tout le monde. Je vais vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible uniquement au complet sur notre Patreon. Patreon.com/Café Snake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais parler de Italian Brain Rot et en particulier du personnage Tung 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 Saour. Tung Tung, Triple T, mon slime. Ben oui. Tu l'adores. Toi, Mounir? Gros Tung Tung à l'air. Moi, je vais revenir sur la déchéance du Daily Wire, anciennement powerhouse des médias conservateurs américains, qui est là forcé de licencier des employés et revoir son modèle d'affaires. Daily Wire, c'est une compagnie qui a été fondée en partie par Ben Shapiro aux États-Unis. Donc, on va parler de l'état des médias alternatifs de droite américains, puis comment que peut-être ça illustre le zeitgeist, peut-être potentiel. Peut-être potentiel. Et sans plus tarder... Les DG News. Toudoudou. Vient de mettre tout mon life savings sur Caulfield to score third goal. J'ai été clair avec elle. Aucune dépense sans que je sois au courant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a donné des cadeaux à des lives TikTok. C'est Wall Street qui en parlait ce matin. La famille Abatiello vient d'annoncer l'achat de la chaîne Shakers Cuisine et Mixologie. J'ai drop out du cégep. Je t'explique comment j'ai fait. 1, j'ai arrêté d'aller à mes cours. Quand tu éternues et que tu pètes en même temps, on peut dire que ton corps a fait une capture d'écran. Je voulais mentionner un article paru récemment dans un magazine que je connaissais pas, le Lux Magazine. Essential Workers Inside Essence, The Fashion Prison of Montreal par Chelsea Rosenskay. Et je vais mettre évidemment le lien dans les notes pour que tout le monde puisse aller le consulter. Ça parle de l'entreprise de vente en ligne Essence. C'est spécialisé en mode de créateur, streetwear haut de gamme. Puis les quartiers généraux sont basés à Montréal. Et dans l'article, on s'intéresse plus particulièrement aux conditions de travail des employés de Essence. Et là, juste revenir sur l'entreprise en soi, leur modèle d'affaires, c'est vraiment une approche technologie d'abord, mode ensuite. Puis c'est ça qui a distingué Essence au début des années 2010. Essence a été fondée en 2003 par une famille, en tout cas 3 frères immigrants de Syrie, Rami, Firas et Bassel Atala. Puis il y a comme une espèce de mythe de tech bro derrière ça parce que quand la compagnie a été fondée, le CEO actuel, Rami, avait seulement 15 ans. On dit qu'il aurait codé le site internet de Essence. C'était sa thèse de maîtrise en ingénierie informatique ou quelque chose du genre. Là. Quand ça a commencé à vraiment boomer, là, Essence, il y a eu plein de puff pieces là, dans New York Times, dans Vogue, dans Business of Fashion, qui parlaient justement de Rami Atala comme d'un espèce de visionnaire, dreamer, un whiz. Je me rappelle aussi qu'une des stratégies là, au début, fin 2000, début 2010, c'était vraiment d'acheter des publicités ou en tout cas du référencement sur Google. L'optimisation de moteur de recherche. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est du SEO, c'est en anglais. Non, c'était super agressif, là. C'était pas juste de l'optimisation. Ils ont même acheté des sites, genre, qui valaient des centaines de millions de dollars dans le milieu, genre, de la mode. Puis quand tu écrivais le site Internet, après, ça te redirigeait directement sur le site de Essence. Puis après ça, l'entreprise aussi s'est fait connaître par ses soldes, des soldes, genre, majeurs, mais qui étaient aussi contrôlés par des algorithmes. Fait que parfois, des fois, t'avais, genre, des rabais, mais avec des pourcentages vraiment particuliers, comme 37,5% de rabais ou des trucs du genre. Il y avait un article là, dont j'avais parlé l'année passée de l'infolettre de mode indépendante Blackbird Sky Plains, qui enquêtait un peu sur l'impact de ces soldes-là massifs, qui souvent violaient des clauses prévues dans les contrats avec les créateurs indépendants. Donc, si toi, tu vends je sais pas, une collection de chapeaux à Essence, puis Essence, d'un coup, se met à la vendre à 75% de rabais, ben ça peut menacer ta propre survie en tant que créateur parce que toi, tes propres chapeaux, ben il faut que tu les vendes aussi, mais tu peux pas
les vendre à rabais à 75%. Là. Je m'étais demandé justement, est-ce que ce modèle-là technologique, algorithmique, est pas arrivé un petit peu à son apex puis ne peut que chuter? Je continue le portrait parce que c'est quand même important là, dans l'espèce d'espace culturel que Essence occupait, du moins. C'était assez branché, avant-garde, on lui visait une clientèle qui était plutôt jeune, donc on mélangeait les grandes marques à des petits designers moins connus. Ben, jeunes et bourgeoises, là, comme même les petits designers pas connus, ils vendent leurs t-shirts 1200$. Non, c'est ça, c'était fucking cher, là. Puis il y avait aussi un cachet, je dirais, culturel, mais de l'intelligentsia new-yorkaise. Fait qu'il y avait un magazine sur leur site où il y avait des articles publiés par des journalistes qui étaient même des écrivains, là, vraiment en vue. Je pense à Durga Chubose, Sarah Nicole Prickett. Encore hier, il y avait un article sur le Lux Maxing qui était signé de la plume de Ruby Justice Tello, donc théoricien des médias sociaux, tout ça qui est quand même assez en vue lui-même, que je cite des fois à Café Snake. Puis je pense que j'en avais parlé, mais moi, dès 2009, j'avais un chum, j'avais 19 ans, puis j'avais un chum de l'Angleterre qui était déménagé à Montréal pour vivre avec moi sur un visa de loisir-travail, le Working Holiday. Évidemment, il parlait pas français, fait qu'il y avait beaucoup de misère à se trouver une job. Il s'était trouvé une job dans leur entrepôt. Puis ça colle un peu avec le propos de l'article. On s'intéresse aux conditions des travailleurs de Essence, des très mauvaises conditions. C'est des payes vraiment inférieures aux standards du marché, des conditions de travail dangereuses, des abus de pouvoir. Toutes ces conditions de travail-là horribles, finalement, ont perduré en partie parce que souvent, Essence allait embaucher des gens qui étaient strictement anglophones. Puis comme ces gens-là avaient moins de perspectives d'emploi dans le Montréal francophone, bien, ça pouvait pousser certains d'entre eux à accepter des conditions exécrables. Dans l'article, on dit qu'il y a des lois qui ont été appliquées récemment, tout ça, puis j'en parle beaucoup parce que je parle souvent de l'Office québécois de la langue française. Malgré les lois qui ont passé récemment, Essence was granted a rare exemption. Qu'est-ce que ça a été, genre la passe-passe pour que eux soient pas contraints justement de parler français dans le milieu de travail? Là, c'est une grande entreprise. Puis on dit que c'est probablement à cause de la taille de l'entreprise, du fait qu'elle générait quand même beaucoup de revenus au niveau des taxes, qui fait en sorte que c'est une des entreprises à Montréal qu'on permet de continuer de travailler en anglais. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Est-ce que c'est pas là qu'on devrait appliquer plus sévèrement, tu sais, ces règlements-là, au lieu de s'attaquer à des petits commerçants, comme on a vu souvent avec l'OQLF? Ça donne un pouvoir supplémentaire pour ces entreprises-là. Ça leur donne plus d'emprise, plus de liberté pour pouvoir exploiter des employés qui autrement trouveraient peut-être plus difficilement du travail. Puis j'en avais parlé auparavant parce que Essence était dans l'eau chaude et s'était placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en août 2025. C'est vraiment une entreprise là, qui a bénéficié de la pandémie et du boom du commerce en ligne. En 2021, on les évaluait à 5 milliards de dollars, là, la valeur de la compagnie. Et là, donc, tout récemment, ça n'allait vraiment plus. Puis là, en janvier, les fondateurs de Essence, les trois frères Atala, ils ont réussi à racheter leur entreprise. Puis ils sont entrés dans un processus de restructuration qui a impliqué notamment le licenciement d'une grande partie de leur personnel. Ils doivent encore de l'argent, ils n'ont pas remboursé à tous leurs créanciers, mais les gens qui sont vraiment au bas de l'échelle en termes de comme qui va se faire payer en priorité, ce sont les petits designers, les créateurs indépendants. Évidemment, là, on parle de coupe de personnel massive. J'ai même lu dans l'article que le personnel qui était en charge de faire la maintenance, l'entretien des quartiers généraux a été licencié. Donc, apparemment qu'en ce moment, tu sais, si tu rentres dans les quartiers généraux de Essence, ben dans les toilettes, il n'y a plus de savon, c'est plein de poubelles partout. Fait que les conditions de travail pour les employés qui restent en ce moment à Essence font juste se dégrader, là. Anyway, je comptais pas encourager Essence, je dis jamais. Et moi, j'ai déjà acheté là. Wow! En rabais, évidemment. I will continue this movement until the day that Montreal will be perfect. Montreal has a pothole problem that's gotten so bad, contractor Santic Hughes has been filling them himself.
for weeks. Donc, prochain DigiNews, je voulais parler de toute la situation qui entoure les nids de poules à Montréal et je voulais parler de Saad, l'entrepreneur paysagiste qui s'est mis en scène sur les réseaux sociaux en train de patcher des nids de poules lui-même au centre-ville de Montréal et toute l'espèce de discours qui s'est développé autour de lui. Déjà, c'est quand même intéressant de voir comment ça a été récupéré par les médias de base. Je pense même pas que j'ai vu une vidéo originale de lui qui couvre un nid de poule. Moi, je pense que c'est la première affaire que j'ai vue. C'est Radio-Canada qui couvre le fait qu'il couvre des nids de poules. Il me semble que je le vois sur mon feed TikTok. Là, c'est ça, il se met en scène en train de couvrir des nids de poules, puis il dit « Hey, moi, c'était une logique de communauté, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ma vie, donc moi, je veux aider en retour. Le travail qu'il fait est modeste, c'est pas pour couvrir pendant une longue durée, mais il veut juste faire du patchwork, puis en même temps se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Il a ensuite fait cette semaine-là un stream avec le YouTuber Shaheen où ils ont patché des nids de poules. Les clips du stream ont aussi été immensément virales. Il y a eu encore plus de couverture médiatique la semaine d'après. Donc tu sais, c'est comme dans les 2-3 dernières semaines. C'est comme une des figures les plus connues à Montréal en ce moment. C'est rare, il a été médiatisé du côté francophone, du côté anglophone, du côté culture web, dans le power ranking des gens les plus connus à Montréal. C'est le main character pendant un mois. Et là, tout ça a culminé. Ben, c'est sûr qu'à la semaine initiale, il y avait eu un commentaire de Soraya Martinez-Ferrada en dessous de un de ses publications, là, la mairesse de Montréal, qui avait dit « Hey, vraiment merci Saad, on apprécie ton effort, mais... laisse les professionnels s'en occuper, c'est dangereux, les assurances, les ci, les ça. » Puis lui, il a juste décidé de s'en foutre complètement, puis de continuer, puis de dire « Écoute, moi, je fais ce que je veux. » Et ensuite, il a parti un GoFundMe, il a ramassé des dizaines de milliers de dollars parce que ça lui coûtait cher d'asphalte au nombre de nids de poules qu'il faisait. Puis on parle qu'il était au rythme d'en faire genre 3 à 4 par jour, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant. Tu te dis, si une personne avec un pick-up puis des petits sacs d'asphalte est capable d'en faire 3-4 par jour, combien ce serait de comme fonctionnaires ou combien ce serait de cols bleus, combien qu'ils en font eux par jour? Je pense que c'est colmate vraiment, tu sais, c'est... Il refait pas l'asphalte. C'est rudimentaire, là. Mais il y a sa petite machine qui aplatit. Non, quand on dit genre patcher un bobo, tu sais, c'est pas un travail en profondeur qui va durer des années. Là. Non, mais c'est juste c'est à la fonte des neiges, il y a plusieurs, puis même maintenant c'est rendu tout l'hiver, il y a des nouveaux nids de poules qui s'exposent, puis il faudrait qu'il y ait une unité en permanence qui font ce petit travail de patchwork en attendant qu'on refasse une rue. Là, on peut pas tout refaire les rues en même temps, mais il y a des nids de poules qui sont dans un état dangereux. Ce à quoi je pense, c'est peut-être est-ce qu'on ne devrait pas revoir les matériaux qu'on utilise pour faire les routes? Ça, c'est le grand débat, mais je veux pas trop parler de ça, mais là, c'est ça. Fait que là, il se fait avertir par la mairesse, il décide de continuer, et là, il se fait inviter à l'hôtel de ville. Puis, la semaine dernière, il se présente là-bas, puis finalement, il est comme désinvité, ensuite réinvité, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est comme une grosse journée d'annonce de la part de la mairesse, où est-ce qu'elle veut annoncer justement sa stratégie en réponse au fait que Saad couvre les nids de poules, puis c'est tellement drôle, les shots de ça, genre si vous avez le temps de le voir en vidéo, lui qui est à la sortie de l'hôtel de ville, genre avec une chemise blanche puis un veston noir, puis il parle aux journalistes comme en point de presse, comme si c'était Batman, genre Superman. Mais honnêtement, c'est l'est. Il parle, puis il est comme, ben là, la ville veut pas que je continue, mais moi, je vais continuer pareil à me battre pour les citoyens. Tu sais, il y a une petite affaire comme ça, genre, parce que ça feel comic book, whatever. Puis, mais c'est ça, c'est genre Robin des Bois, là. C'est ça, Soraya, elle annonce comme l'injection de comme 100 millions de dollars dans justement qu'est-ce que Saad fait. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a dit à Patrice Roy, à la base, c'est qu'en ce moment, la machinerie fonctionne pas, puis que la ville de Montréal fait pas du remplissage de nids de poules comme lui il fait, là, juste avec des sacs d'asphalte pis tout. Ils ont une machinerie, ils font drop, puis là, il n'y a pas assez de machines qui fonctionnent, c'est pour ça qu'on va pas vite. Mais c'est ça son affaire. Mais c'est peut-être on a désinvesti dans l'équipement, puis il faut qu'elle recommande l'équipement, puis si elle commande, elle va pas le recevoir maintenant. Fait que là, comme là, on a mis 100 millions, ça aide, on t'invite à soumissionner pour faire exactement, genre, qu'est-ce que tu faisais. Mais, avec la même machinerie rudimentaire. Ben, il faudrait sûrement qu'il y aurait comme un cahier de charge, whatever, dans la soumission, puis il faut que tu répondes certaines exigences, whatever. C'est ça qui va pas fonctionner en sa faveur. Et moi, ça m'a fait réfléchir parce que, quand même, Soraya Martinez-Ferrada, depuis qu'elle est en poste en novembre dernier, elle a quand même une stratégie de PR qui est un peu différente de Valérie Plante, Valérie Plante a vraiment eu une bonne campagne initiale pour sa première élection, puis elle s'est comme un peu assise sur ces lauriers-là
de la campagne initiale qui avait été très forte sur les réseaux sociaux. Là. Valérie Plante, c'était Zoran avant Zoran, là, sa campagne initiale, de, je pense que c'était 2017. Il y a même un roman graphique qui était sorti sur elle. Soraya, c'est comme un angle différent, genre être relatable sur Internet, et juste dans les codes, dans comment qu'elle utilise des réseaux sociaux, puis aussi comment qu'elle utilise certains influenceurs, comme influenceurs artistes, comme l'humoriste Charles Brunet, qui a cette espèce de running gag qu'il pogne tout le temps plein de tickets, il filme ses tickets quand il se stationne mal, puis là, il fait des publications en niaisant Soraya qui lui répond par DM, « Hey, paye tes tickets », elle embarque dans ces dynamiques-là jusqu'à se rendre à prendre une photo de lui dans les loges de son show de l'Olympia, puis à porter son t-shirt à l'effigie d'un ticket de la Ville de Montréal, de sa nouvelle marque de vêtements. Les coms de la Ville de Montréal aussi ont l'air de vraiment embarquer là-dedans, juste à la base même d'avoir répondu dans un commentaire à la vidéo initiale de Saad, puis que le commentaire a vraiment comme pas été bien reçu par les auditoires, disons, c'est pour ça qu'elle l'a réinvité à l'hôtel de ville. OK. Fait que je suis quand même... Soraya qui était partie de la campagne... campagne... Elle a une meilleure littératie numérique aussi. Elle a une meilleure littératie numérique, puis je trouve qu'elle a réussi à s'enlever l'image qu'elle avait pendant la campagne électorale, qu'on était comme « Oh my God, Soraya, Proprio, Airbnb, whatever ». Elle a réussi à... Il faut trouver un terme, genre comme... C'est comme « engagement wash ». Laver son image. Non, mais genre, ouais, c'est ça, mais c'est comme... Mais après, dans les faits, est-ce qu'elle est vraiment cette personne néolibérale? Probablement. Mais c'est une ancienne députée du Parti libéral du Canada, ancienne ministre. C'est ça. On parle juste d'images médiatiques. Mais c'est quand même fascinant à observer. Je voulais aussi mentionner un paper de Dana Boyd, une chercheuse américaine en communication, qui est sorti cette semaine. C'est pas un gros paper, là, c'est 4 pages pour les gens qui sont intéressés. Je vais le mettre aussi dans les notes. C'est spécial que je sois tombée là-dessus cette semaine parce que justement, Mounir a sorti son moyen-métrage, le documentaire Après moi, le déluge. Puis il y a comme du para-contenu autour de ça, notamment un podcast où tu t'entretiens avec 2 femmes. Oui, avec Catalina Brisegno, qui est la directrice de l'école des médias de l'UQAM, puis Karine Dubois, qui est la fondatrice de Picbois Productions. Ouais, moi, je vous encourage vraiment à l'écouter. J'avais trouvé ça super intéressant. Je trouvais que c'était un bon supplément, tu sais, pour continuer la conversation que tu avais entamée avec le documentaire. Puis à un moment donné, dans cette entrevue-là, Catalina Brisegno, justement, dit, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle dit, mais elle dit qu'on aurait dû lire davantage Dana... On aurait dû écouter davantage des penseurs comme Henry Jenkins puis Dana Boyd. Dana Boyd est nommée. Dana Boyd, quelqu'un qui, dans son milieu, jouit d'une reconnaissance, d'un rayonnement. Puis là, son paper s'appelle « Social Media is now Parasocial Media ». Les médias sociaux sont maintenant des médias parasociaux. Puis elle revient justement sur les termes, en fait, le terme social media, puis comment ça a quand même pris du temps avant qu'il soit uniformément adopté, que ça n'a pas fait consensus tout de suite, puis il y a eu toutes sortes d'alternatives là, qui ont été proposées par les usagers, les communautés de chercheurs, comme par exemple genre Web 2.0. Et que là, maintenant, 20 ans plus tard, après qu'on ait adopté en masse ce terme-là, ben, est-ce qu'on peut encore utiliser médias sociaux, tu sais, pour parler de notre écosystème médiatique numérique. Là, elle dit que les utilisateurs des réseaux sociaux sont beaucoup plus enclins à scroller qu'à publier du contenu. Ce qu'on consomme médiatiquement, elle dit que c'est souvent produit de façon stratégique, que c'est sélectionné par des algorithmes. De plus en plus d'aspects de ces médias sociaux-là se sont professionnalisés. Fait est-ce qu'on peut vraiment encore parler de médias sociaux? En 2026, est-ce qu'il y a encore du social dans le terme social media? Puis là, tu sais, elle mentionne plein d'affaires avec lesquelles je suis quand même en accord. Tu sais, elle parle, par exemple, de l'aspect capitalisme, tu sais, de la financiarisation de pas mal, plein d'aspects de nos vies, mais qui formate les applications. Tu sais, il y a Cory Doctorow, l'écrivain qui écrit beaucoup là-dessus, qui a écrit notamment un livre sur un concept qui s'appelle l'enshittification, qu'on peut traduire en français par emmerdification. Mais comme quoi, ces produits-là, parce qu'on veut toujours satisfaire les investisseurs, toujours booster la valeur des actions. Puis surtout, quand on est le point de rupture, c'était que toutes ces compagnies-là avaient des immenses valeurs, mais généraient pas de revenus. Fait que là, c'était comme... Exactement. C'est ça, la financiarisation. C'est vraiment l'aspect spéculation plus que valeur réelle. Les produits, genre Facebook, Google, etc., se sont emmerdifiés devant l'impératif constant de générer plus de profit, mettons. Fait que c'est devenu comme... Oui, mais c'était commencer à générer du profit. Ouais,
C'était ça l'affaire, c'est qu'il faisait pas. C'était le défi. Puis il a dit, tu sais, la socialité a pris le bord, finalement, parce que la socialité, c'est moins facilement monétisable que les médias. Puis même les médias en soi, ça peut être monétisé, mais il y a comme un genre de point de rupture. Tu sais, dans une certaine mesure, tu peux pas les monétiser genre exponentiellement. Puis là, elle dit que dans le monde où est-ce qu'on vit, ben on devrait les appeler des médias parasociaux parce que c'est vraiment les relations parasociales qui définissent, selon elle, l'utilisation qu'on fait de ces plateformes-là. On suit des individus comme des célébrités, comme des influenceurs, puis ce sont souvent des liens qui sont unidirectionnels. Donc, il n'y a pas nécessairement de participation ou il n'y a pas nécessairement de, tu sais ça, là, de sociabilité ou de communautés qui sont créées, qui fabriquent Mais en quoi c'est plus parasocial que la télévision? Non, c'est ça, exactement. Elle parle de la parasocialité, puis elle va la replacer dans un contexte où elle dit, tu sais, c'est pas les médias sociaux qui ont amené ça, c'est quelque chose qui existait bien avant, puis que les médias parasociaux ont créé vraiment des conditions qui fait qu'on a plus tendance à objectifier les gens à cause de la distance, du fait qu'ils sont médiatisés, puis que ça crée un climat de toxicité plutôt que de sociabilité. Ben, objectifier, je pense que le mot le plus juste, c'est déshumaniser. Là. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, objectifier, en fait, je pense que c'est même pas un mot en français, là. C'est un anglicisme. Tu sais, quand je parlais de gentrification, là, je pense que un des bons exemples de ça, c'est les applications de dating. Aujourd'hui, je voyais que, parce que là, les actions, les valeurs des actions de ces compagnies-là sont en chute libre. T'avais pas eu une entrevue, comme tu disais, à la presse avec Match Group? Ouais, j'avais eu une entrevue avec Match Group qui annonçait genre toutes sortes de mesures pseudo-révolutionnaires là, pour satisfaire leurs actionnaires. Mais dans le fond, c'est parce que Match Group, c'est eux qui ont Tinder, Hinge aussi. Ils ont plusieurs grosses applications. Là. J'ai lu cette semaine, il y a un article qui est paru dans Axios, Bumble allait kill the swipe. Donc, il n'y aura plus la fonctionnalité du swipe dans Bumble. Puis que, soi-disant, on allait relancer l'application puis que là, maintenant, le matchmaking allait dépendre de l'IA. C'est comme s'ils ne savaient plus quoi faire pour se réinventer finalement. Là. Je pense que justement, si tu vois ça en termes de relations, tu sais, même une application de matchmaking ou pour rencontrer l'amour, ben il y a une limite à monétiser l'amour, là, dans le sens où non seulement en tant qu'être humain, t'as pas le temps d'avoir 46 000 relations, puis aussi, mais si la relation fonctionne, tu vas pas nécessairement aller voir ailleurs. Là. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord, en fait, avec ce paper-là de Dana Boyd. C'est pour ça que je voulais en parler. Je pense que, oui, il y a la parasociabilité qui est vraiment importante dans les médias sociaux d'aujourd'hui, puis qu'en 20 ans, ça a incroyablement évolué, ça a changé. Mais le modèle dont elle parle de l'influenceur, justement, l'influenceur qui aurait un following immense, puis qui cultiverait des relations univoques. Comme j'ai déjà dit dans Café Snakes, pour moi, c'est un modèle qui s'essouffle. Puis personnellement, je vois plus comme des micro-communautés qui jaillissent un peu partout. Je pense que le vrai lien de sociabilité, il n'est pas nécessairement fait avec un influenceur plus qu'avec, par exemple, une communauté. Un streamer va, oui, entretenir une relation parasociale avec son audience, mais il y a aussi la communauté des gens qui regardent ce streamer-là, qui peuvent créer des liens entre eux, ou simplement, un peu comme les théories que je mentionne souvent là, de Benedict Anderson, s'envisager comme faisant partie d'une communauté imaginée à travers le stream, comme c'est le cas des journaux, comme c'est le cas de la télévision, comme c'est le cas de la radio. Donc, tu vas te sentir un genre de lien d'appartenance en t'imaginant les autres personnes qui, comme toi, regardent, consomment le même contenu. Puis c'est pour ça aussi qu'à la télé, c'est autant important, par exemple, quand on regarde des matchs des Canadiens, de checker le match en soi, mais d'avoir des shots à l'intérieur du Casino de Montréal ou à l'intérieur du Centre Bell où le match va être diffusé, puis tu vois vraiment plein de supporters en liesse. Ça fait partie de ton expérience médiatique. Tu as le besoin de sentir qu'il y a d'autres mondes que toi qui check la game puis qui vit un moment d'euphorie. Tu sais, il y a vraiment des espaces concrets qui sont dédiés à ça, je pense, dans nos écosystèmes en ce moment, notamment l'espace des commentaires. Puis moi, c'est ça qui m'apporte le plus de jouissance. Tu sais, mettons, dans une vidéo TikTok, je pense que c'est une part importante de mon expérience en ligne. Pas les commentaires de bots ou l'engagement, comme on dit, là, tu sais, dans un lingo, justement, financiarisé, où tu vas approcher un influenceur puis tu vas aller voir ses statistiques d'engagement, là. Mais vraiment, les
takes de vrai monde, des takes dans lesquels je me reconnais, genre où je me dis ah si j'aurais voulu écrire ça mais j'aurais pas été capable, mais genre c'est exactement mon expérience que la personne vient de résumer. Puis ça c'est important pour moi de lire ça. C'est un craft. Puis comme quand on parle de live streaming, bien évidemment il y a le chat, il y a aussi les pages Reddit qui sont importantes. Je pense que oui, on poste moins, mettons je vais vraiment pas poster tant que ça sur ma page Instagram ou sur mon Facebook. Parce que je pense que l'espace de la sociabilité, elle s'est juste déplacée dans d'autres endroits qu'un babillard public. T'sais, elle est rendue dans les commentaires, elle est rendue dans les messages privés, les group chats. Mais l'idée d'appartenir à une communauté qui nous dépasse, elle est encore là, puis elle est encore centrale. J'avais l'impression, malheureusement, que là, dans cette take-là, Dana Boyd était pas tout à fait on point, puis je trouvais que ça ressemblait au take d'une chercheuse qui étudie les médias sociaux, mais qui est pas sur TikTok en train d'avoir une expérience viscérale, tu sais, en train de jouir devant une vidéo, puis de checker les commentaires, puis de liker les comments. Mais je pense que c'est aussi un de ces affaires-là de tout le temps vouloir être la personne qui coine le terme. Ouais, il y a beaucoup ça dans les communautés de chercheurs, surtout dans le monde numérique. C'est une chasse à forger des termes, des concepts. Puis une fois que le concept ou le terme qu'on a forgé fonctionne, ben c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va l'utiliser, on va devoir te référencer. Fait que ouais, il y a ça, clairement. Puis c'est drôle parce qu'au début de l'article, elle en parle. Elle dit que ça n'a jamais été sa force, elle, dans sa carrière, de forger des termes. Donc, je voulais faire un segment parce que ça a été rapporté cette semaine là, que l'entreprise médiatique Daily Wire, un média américain qui a été fondé entre autres par Ben Shapiro, devait licencier des employés. Cet article-là a mené à une cascade d'événements que les gens ont commencé à analyser la réussite médiatique de ce média-là qui a déjà employé des gens ou qui emploie des gens comme Matt Walsh, Candace Owens, Ben Shapiro, Jordan Peterson, vraiment un powerhouse de la fin des années 2010. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu un espèce de tournant dans la façon que les espaces médiatiques conservateurs existent en ce moment et laisse à la remorque une entreprise qui se voyait un peu comme qui allait être l'évolution des médias d'héritage. Si on remonte à 2016, 2017, 2018, les discours que ces gens-là tenaient, c'est CNN sont blasés, c'est des dinosaures, blabla, nous on est les nouveaux médias, puis on est en pleine croissance, puis c'est nous qui contrôlons le pulse de la nation, ou en tout cas du mouvement conservateur américain. Les statistiques YouTube du Daily Wire là, qui ont perdu des subscribers dans 15 des 16 derniers mois. Selon la newsletter de Writing, en mars, le trafic du site était à la moitié de ce qu'il était l'année d'avant. Donc on parle vraiment d'une chute drastique et rapide de l'engagement qu'il y a eu sur ce site-là. Parce que Daily Wire, oui, c'est des productions de vidéos sur YouTube, mais ça a été beaucoup aussi du texte. Là. C'est comme un héritier de Breitbart. Il y a beaucoup d'articles qui ont... C'est ça qui a fait émerger, en fait, le Daily Wire. Là. Avant d'avoir une division vidéo, c'était vraiment des textes écrits notamment par Ben Shapiro, justement, assez clickbait là, sur Benghazi puis Hillary Clinton. Là, on était vraiment dans cette époque-là. Ils ont dû, dans la dernière année, couper 13% de leurs employés, puis leur compagnie a présentement plus de 200 employés. Ils ont 3 bureaux, un à Nashville, un à Washington, puis dans le nord-est des États-Unis. Tu sais, c'est une compagnie qui a pris une immense ampleur, qui est juste partie de vidéos YouTube de Ben Shapiro. Quand on était vraiment au pic de Daily Wire là, pendant la pandémie, là, ça nous parlait de créer un compétiteur de Disney. Ils ont produit un film western, des séries d'animation pour enfants, puis des documentaires. Un concurrent de droite à Bluey. Ouais, Fait, j'ai jamais regardé. Fait qu'il y a comme eu une immense croissance. Là, on présentait ça vraiment comme justement une espèce de start-up de médias qui représente le futur. Puis c'était tout dans l'ère Biden parce que Trump était comme dormant. Puis on savait qu'il y avait cette immense soif de conservatisme aux États-Unis qui allait rentrer de façon triomphante les relents du 6 janvier 2021. Puis eux, ils étaient à leur apogée à ce moment-là. Matt Walsh, justement, venait de sortir What is a Woman, qui avait été un succès viral à l'époque. T'as Jordan Peterson qui était au sommet de son art. Tu sais, tout allait bien. Il y avait des chroniqueurs aussi stars, là, comme... C'est ça, il y avait Candace Owens, Jordan Peterson, Matt Walsh, tous ces gens-là, c'était leur A-list, tu sais. Et là, comme rapidement, genre, Matt Walsh est devenu irrelevant parce qu'il est cave. Depuis le début, tout le monde savait que Matt Walsh n'était pas intelligent.
Candace Owens est partie parce qu'elle s'est fâchée contre Ben Shapiro. Mais notamment autour de Gaza, Palestine, tout ça. Jordan Peterson est malade, il est plus dans la vie publique, on n'a pas beaucoup de nouvelles de Jordan Peterson de ce temps-ci. Donc là, ils ont plus vraiment de figure de proue. Puis aussi, il y a eu comme... Puis ça, ce que je veux dire, ça vient de Hassan Piker, le streamer américain, là. Il y a eu comme une espèce d'évolution de l'idéal de la figure type du mouvement conservateur américain qui se voyait vraiment plus au milieu des années 2010 comme étant dans le profil genre académique intellectuel. On parlait de intellectual dark web. C'est pour ça que des figures comme Jordan Peterson, Ben Shapiro justement, qui peut parler vite avec des beaux mots, on aimait... Il avait comme un vernis un peu oui, surtout Jordan Peterson qui était full connu pour ses lectures. Il y a eu l'époque Andrew Tate 2022 où est-ce que là, peut-être le zeitgeist conservateur a compris que genre, ben non, on n'est pas obligé d'être des intellectuels, on doit être genre, on peut être des cool guys, genre on peut être comme... En fait, c'est être le cool gars musclé, fighter. C'est ça qui va nous attirer le mainstream. Genre, c'est ça que le zeitgeist a besoin à ce moment-là. Puis ça a comme évolué à l'état présent où est-ce que les figures de proue du mouvement conservateur, en tout cas eux qui génèrent le plus d'engagement médiatique, c'est des gens comme Asmund Gold puis genre Nick Shirley, que eux ils sont juste genre dans le pur contenu réactionnaire, sans analyse, juste dans le clip farming, donc juste comme faire un documentaire sur les Somaliens au Minnesota. Ok, c'est eux qui ont déclenché là, toute la vague de répression. C'est Nick Shirley. C'est vraiment une affaire où est-ce qu'il est dans le premier degré de genre engagement farming. Il n'y a aucune analyse, aucune idéologie vraiment intellectuelle de présenter. Il y a juste pure genre réaction. T'sais. C'est ça qui profite pas nécessairement peut-être au Daily Wire, mais il y a aussi le fait que justement il y a eu toute la rupture post-Gaza où est-ce que Candace Owens est rendue pro-Palestine, Tucker Carlson est en opposition avec tout l'establishment républicain. Ces gens-là gagnent des immenses auditoires en ce moment. Ils se sont attirés à une bonne part du public. Parce que c'est juste tellement rendu mainstream aux États-Unis, mais partout en Occident, de pas être d'accord avec les agissements d'Israël, que c'est rendu même, ça s'est dilué chez les enfants. Là, souvent, les gens ils vont dire « from Tel Aviv », c'est ça le nouveau meme. Quand il y a de quoi de cheap, de whack, on dit « Ah ouais, straight out of Tel Aviv » ou genre... c'est le nouveau Temu version. Ouais, spirituellement israélien. C'est comme rendu tellement dilué dans la pop culture, ça a même pas rapport avec genre une espèce d'antisémitisme qu'on essaie de coller à du monde comme Rima Hassan. C'est juste rendu vraiment comme une espèce de construct culturel, genre. Ok, ouais. Mais la guerre, disons, idéologique a été... C'est comme avec woke, genre, tu vois, comme moi je te disais au début de Café Snake, que genre woke a été perdu, tu sais, c'est comme la droite a gagné le cadrage de ce mot-là. Ça sert à rien de comme l'utiliser, le revendiquer ou faire comme si ça existait pas, genre. Okay, ouais. C'est un peu la même affaire. Il y a ça qu'on a parlé plusieurs fois dans Café Snake, l'avènement de figures comme Nick Fuentes, la mort de Charlie Kirk, tu sais, lui, Ben Shapiro, c'est ça qu'il dit. Il dit, je vais vous lire la citation de Ben Shapiro, comment il justifie toute cette débandade financière qui est quand même drôle. Il dit, je vais le dire en anglais, While much of the rest of the conservative movement decided it was a good idea to click horror by embracing radical Islam, theorizing about the evils of Winston Churchill, and extolling the wonders of Russian supermarket, and the mocking of the widow of Charlie Kirk, we decided to not do those things. Puis si c'est ça notre collapse financièrement, ben, it is what it is. Il dit dans le fond qu'il a pas cédé à la pression algorithmique de genre ridiculiser Erika Kirk ou de embrasser l'islam radical. Ouais. Puis tout ça, tu sais, mettons l'affaire de Erika Kirk, c'est visé à Candace Owens. Ben oui, Candace Owens un de ses modèles d'affaires, en fait, c'est la théorie du complot, là. C'est une grande complotiste. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'elle a compris, genre, elle reprend les codes du true crime. Ben ouais, exactement. Puis elle les apporte aux affaires publiques, à la politique, aux récits sociaux. Ouais. Puis elle crée cette espèce de narrative qui se déploie. Elle pourrait prendre n'importe quel sujet. Elle pourrait prendre le référendum de 95. Très engageant. Là, c'est comme, you don't know, the next episode. C'est ça, exact. Fait qu'elle a quand même un modèle d'affaires qui fonctionne très bien en ce moment. Puis je pense, avec justement aussi... Puis là, quand il dit « Embracing Radical Islam », il parle de Tucker Carlson, qui est comme soudainement devenu le défendeur le plus vocal de la cause palestinienne aux États-Unis. Ouais, qui fait une tournée médiatique de rédemption, là, je pense. C'est ça, les gens, ils disent qu'il est payé par l'Arabie Saoudite, whatever, mais tu sais, je pense, comment Tucker Carlson explique son rationnel, lui, c'est que
puis c'est parce que c'est un grand détracteur de la guerre en Iran, là, qui est menée par les États-Unis et Israël. Il dit, moi, dans les années 2000, j'étais à CNN, j'ai défendu la guerre en Irak, j'ai eu l'air d'un cave, c'est une de mes plus grosses humiliations d'avoir été parmi l'establishment qui a défendu cette guerre, qui a mis sa carrière à stake sur cette guerre-là. Je me suis vraiment senti comme un cave. Fait que là, je peux pas genre répéter cette erreur. C'est ça le récit qu'il présente. C'est comme l'évolution de l'écosystème médiatique américain, puis c'est sûr que conservateur américain, puis j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on constate là avec vraiment là, cette deuxième année du mandat de Trump qui est comme entamé comme il faut, c'est que être un média conservateur, ça fonctionne mieux quand t'es pas au pouvoir, en fait. C'est juste vraiment ça. C'est que quand t'as le pouvoir, quand tu contrôles les leviers politiques, ben c'est bien plus compliqué de juste supporter les décisions du régime. C'est pas les algorithmes des plateformes numériques sont pas construits pour que des gens se gavent de contenu tous les jours, de à quel point président Trump est incroyable. T'sais, même si t'es conservative, même si t'as voté pour lui en 2024, c'est pas vers ça que tu vas graviter. C'est sûr que tu vas aller à l'autre échelon qui est genre cliquer sur la vidéo de Nick Fuentes qui dit en fait, t'as réalisé que Trump n'a pas amélioré tes conditions matérielles, mais voici c'est quoi le grand problème. Mais voici tu veux du contenu qui va résonner avec ton corps, puis tes viscères. Puis ça m'a juste, tu sais, c'est pour faire un comparatif, mais c'est pas vraiment ça n'a pas rapport avec les infrastructures des États-Unis. Mais il y a un clip qui a vraiment beaucoup tourné la semaine dernière, qui vient de Cube Radio, de l'émission de Isabelle Maréchal, où est-ce qu'on entend, c'est une ligne ouverte, là. Il y a un auditeur qui appelle, puis qui raconte sa situation financière, puis qui dit « Moi, j'ai 4 enfants, je suis à côté, je suis camionneur, je vois jamais mes enfants, je travaille 50 heures par semaine. » Puis ils font en larmes. Ils break down. Bonjour. On vous écoute? Oui, je vous appelle pour un cri du cœur, un cri, j'ai envie juste de vous parler de la classe moyenne, puis je suis le public cible. Juste donner un exemple, j'ai juste des chiffres vraiment bien simplistes, là. Mon loyer me coûte 2000, la bouffe me coûte 2000 par mois. J'ai même pas le temps de respirer, ça me coûte déjà 4000 par mois en ce moment. Et puis, vous avez 4 enfants, je pense, Kevin? Oui. Vous êtes 2 adultes, 4 enfants avec votre conjointe. Ouais. Et il est 14h01, OK? Ça fait depuis... Là, je vous mets à pleurer, là. Allez, désolé. Oh. Depuis lundi passé que je travaille, des 14 heures par jour. Désolé, je pensais pas que j'allais pleurer, je pensais vraiment pas que c'était pas ça mon plan. Non, je sais, on est à fleur de peau tous, hein. Ben oui, c'est une journée comme ça. Vous faites quoi, Kevin, comme emploi? Ouais. Je suis camionneur. Et je mange une fois par jour parce que j'en laisse au là. Excusez, faut le mettre calme. OK. Voyons, je pensais pas pleurer. C'est pas grave du tout. On vous écoute, Kevin, puis on est je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui attendent la suite parce que ils se disent ouf, moi je suis un peu comme Kevin. Allez-y, oui. OK, j'ai 4 enfants. J'habite à Joliette. J'ai pas le choix d'avoir 2 véhicules. OK, c'est vrai, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, OK? J'ai 2 véhicules à paiement. Là, la réponse facile, ça pourrait être, tu pourrais t'en débarrasser. Oui, mais j'ai pas d'argent pour acheter un petit char. Puis oui, j'ai été dans les moments où le taux d'intérêt était raisonnable. Fait que j'ai comme pas le choix de durer ma situation. Puis, mais ma situation, je comprends mes mauvais choix. Mais il y a quelques mois, c'était correct. Il y a 2 ans, c'était correct. Parce que mon loyer pouvait me coûter 1000 $, c'était correct. Aujourd'hui, il faut des loyers à 2000. À 2000, comme je répète, là, c'est minimum 500 par semaine avec 4 enfants. Je m'en vais acheter 2, 3, 4, 5 affaires. Ça dépasse 100 à 150 $. Le lait, il est rendu 12 $. C'est insensé. Pendant que moi, j'entends le monde dire, je m'excuse, OK, je sais que c'est typique, là. J'entends des personnes âgées dire, je préfère Poilievre je préfère une dette que Poilievre. Ça me révolte. Là, on vient d'envoyer 270 millions à la fucking Ukraine encore, pendant qu'ils sont en train de regarde, en ce moment, je parle, puis j'ai faim, je manque d'énergie. En tout cas, c'est frustrant, c'est injuste. Pendant que... c'est injuste. J'ai jamais fait autant d'argent, mais j'ai jamais été aussi pauvre. Et j'exagère même pas, là. Il y a 6 mois, ma situation n'était pas si pire. Mais à chaque mois que je m'excuse de parler en québécois, à chaque mois que le foutu fédéral envoie de l'argent partout, de l'inflation, puis on s'en fout. On envoie de l'argent n'importe quoi.
Ouais. Là, il y a Christine Fréchette là, qui va rentrer bientôt à l'Assemblée nationale pour son... C'est la reprise des travaux. Moi, je suis un militant bénévole pour Éric Duhem. Je sais que c'est pas le pro-syndical de votre collègue qui est là présent, mais au moins, je sais que c'est des faux que... Moi, j'ai connu Éric Duhem à partir de 2022. C'est là que je me suis intéressé à la politique, parce qu'avant, j'étais zéro politique. Je vous dire, en 2019, j'ai voté pour Trudeau, là, mais ça, je le regrette, mais en tout cas... Bref. Comme bien des gens, là, on fait ce qu'on peut, nous aussi. On vote pour ceux qui sont là. Mais dites-moi, Kevin, donc vous, je comprends, là, vous êtes plutôt équipe du M maintenant parce que j'imagine que vous estimez qu'il parle plus pour les travailleurs qui payent beaucoup. C'est un peu ça, sa ligne. Vraiment, genre, tu sais, j'avais juste écouté ça puis j'étais comme, tabarnak, c'est vraiment intense. J'avais vu un clip sur Twitter puis finalement, j'avais réalisé, puis tu sais, le gars dans le clip, il est comme vraiment... tu sais, moi, mon loyer, justement, ça me coûte 2000 $ par mois. J'ai 2 voitures neuves. Non, peut-être j'ai fait des mauvaises erreurs. Peut-être j'aurais dû acheter des voitures moins chères. Peut-être ci, peut-être ça, genre, mais comme là, je suis vraiment plus capable. Puis là, il capote, puis il est comme, puis on vient d'envoyer 300 millions à l'Ukraine encore. Il pète une coche, genre. Fait qu'il dit, c'est pour ça, là, moi, j'ai jamais suivi la politique, mais en 2022, Éric Duhem m'a politisé, puis moi, je vote pour les conservateurs. Ben, ça a pas de bon sens que, genre, non, on envoie tant d'argent à tant de gens. Comment qu'il évalue, en fait, la solution à sa misère financière, selon, genre, qu'est-ce qu'il a capturé, cette personne-là? C'est le récit d'Éric Duhem. C'est comme, hey, la fonction publique est rendue ben trop grosse. Si toi, t'es pauvre, eux aussi devraient être pauvres, genre. Puis ça, c'est juste, je trouve que c'est comme un échec, en fait, de comme la gauche québécoise, de comme pas avoir réussi à récupérer ce gars-là, qui lui parle, qui a été vraiment politisé dans la pandémie, où est-ce qu'il avait peur de se faire vacciner, il voulait pas se faire vacciner, puis il dit qu'il s'est fait traiter comme un moins que rien, puis qu'à l'hôpital, quand sa femme accouchait de son enfant, il se faisait regarder, puis juger, puis il a failli pas avoir le droit d'être là parce qu'il était pas vacciné. Fait que tu sais, c'est ça qui anime les passions de ce gars-là. Puis je pense qu'il y a plein de dudes, il habite à Joliette, tu sais, on parle, ah oui, la gauche, faut qu'elle se rapproche de la classe ouvrière. Puis après, je découvre le profil Twitter de ce gars-là, il a mis lui-même le clip sur Twitter, il était fier de ça. Puis genre, c'est comme un doute que Twitter verified, genre c'est un power user de Twitter qui a genre fondu en larmes à la télé, genre à la radio. Puis là, j'étais comme, moi, ben il y a le verified check quand même, ça va bien, là, 12$ par mois pour faire Twitter. Son univers médiatique, c'est Twitter, fait que c'est ça qui est différent. Puis c'est ça aussi qui arrive, je pense, aux États-Unis, c'est que YouTube était tellement dominant dans les années 2010 que la compétition qu'a amené Twitter, parce que Elon l'a acheté puis il y a eu des vidéos plus longues là-dessus, je pense que c'est ça aussi qui capture les parts de marché du Daily Wire, c'est que sur Twitter, le monde, il écoute des clips de Tucker Carlson, il écoute des clips de Candace, puis il écoute des clips de Nick Fuentes, mais il n'y a pas de clip de Ben Shapiro qui circule, juste celui qui se fait dunk dessus parce qu'il est pro-Israël, puis il continue de défendre Israël, puis d'attaquer tout le monde qui ne défend pas Israël, d'être des agents du Qatar. C'est intéressant de remarquer comment genre les idéologies évoluent avec les plateformes aussi. Tung 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 sahour. Je vais parler de tung 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 sahour. Ça, c'est mon sujet préféré. Mais... On va-tu commencer le segment par le gars qui est comme ah, gros soleil, gros tung tung à l'air. On se promène dehors, beau gros soleil. Hey, la veste détachée, le gros tung tung à l'air. Analysons le mime, parce que j'ai lu un texte de Aidan Walker, 13 Ways of Looking at Tung 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 Sahour, puis c'est publié dans une infolette qui s'appelle How to Do Things with Meme, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis ce même texte-là référait à d'autres textes que j'ai lus par après. Il parle d'une autre façon de considérer la mémétique, qui souvent on va comme parler de mime, puis du sens du mime qui évolue, puis tout ça, puis lui il parle plutôt d'une expérience senso-narrative. Senso-narrative experience. Le contenu qui vient activer chez toi des ondes dans le corps, des émotions viscérales. Puis toi, tu me sembles activé pas mal par ce mime tung tung tung. Non, mais j'aime le contenu qui est fait sur tung tung. C'est tung 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 Sahour. C'est ça. C'est intéressant aussi parce que c'est un des personnages qui est issu de l'univers cinématique du Italian Brain Rot, mais qui est devenu, avec le temps, un des plus populaires. C'est la Beyoncé du groupe. Le plus rentable et le plus connu dans les médias à travers le monde. Pourtant, c'est un personnage qui n'est pas protégé par les droits d'auteur. C'est comme toute la gang, finalement, du Italian Brain Rot. Tu sais comment il a été prompté, Tung Tung Tung? Ben, c'est ça, je connais un petit peu son backstory, je voulais en parler après, parce que justement, il est pas pantoute italien. Il est indonésien. Mais il est AI aussi, le ça. Ouais, aussi. Et musulman.
Il est musulman. Il n'est pas protégé par les droits d'auteur, ce qui fait que là, en ce moment, il est converti en marchandise. Il est dans Fortnite. Ah ouais? Depuis 3 semaines. Mais tu sais, c'est ça, mais il a transcendé le numérique pour devenir marchandise. Fait que porte-clés, cartes à jouer, petit bonhomme, toutou, tout le kit, là. Même genre... Oh my god, faut que j'achète un toutou de Tung Tung. Au bébé. Ah non. Puis c'est ça, il y avait un texte que je mets dans les notes de Gabriel Setta qui s'appelle The Material Life of Italian Brainrot, qui justement parle un peu de cet aspect matériel à ces personnages mémétiques-là, qui initialement étaient générés par l'IA, qui maintenant se sont matérialisés, convertis en marchandises par le biais de circuits établis de fabrication puis de distribution commerciale, notamment genre en Chine. Lui, il se demande si on pourrait pas considérer Tung 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 Sahur comme le signe avant-coureur d'une nouvelle forme d'industrie culturelle où il y a comme ça des personnages un peu décentralisés. Libres de droit, qui deviennent hyper populaires puis qui font naître toute une pléthore de marchandises mais qui appartient pas genre à une entreprise en particulier de style genre Disney. Ce qui est intéressant avec le personnage de Tung 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 Sahur, c'est son côté sensoriel. Pour en revenir à son Inception, là, justement, il y a un bon texte là-dessus de Luigi Monteani qui s'appelle Tung 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 Sahur Senso Narrative Power or How Italian Brainrot Became Indonesian. Fait comment l'Italian Brainrot est devenu indonésien. C'est quelqu'un qui étudie au doctorat en musicologie à Londres et qui étudie plus particulièrement justement le métal en Indonésie. Fait qu'il est assez c'est assez pointu, là, son champ de recherche. C'est que c'est intéressant, son article. Il nous parle du pouvoir senso-narratif de ce personnage-là, qui est Tung 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 Sahur, qui a poussé à sa circulation massive, à sa reproduction. Parce que même toi, souvent, tu te promènes dans la maison, tu me dis ce petit son-là, genre, ça t'habite. Si tu le croises, le son ou le personnage dans ton... Dire, si je croise Tung Tung... dans ton habitat naturel... Si je croise Tung Tung, je cours. Tu vas sentir ton corps résonner, genre, ça va faire Tung Tung. Puis c'est ça, lui, il dit que c'est à émerger à fin février 2025 sur TikTok, un utilisateur indonésien. Puis que c'est rapidement devenu, genre, un des personnages les plus populaires. Puis traditionnellement, il est basé sur un instrument de musique indonésien, le ketongan. C'est une espèce de... Tu tapes ça sur Google, là, tu le vois, là, genre de tube en bois creux. Ça, je pense que c'est une over-intellectualisation. Non, je te jure. Moi, j'avais vu que le prompt pour générer Tung Tung, c'était « Generate me a baseball bat holding a baseball bat ». Ça a donné... Non, c'est pas ça. C'est pas Parce ça? que je te jure, c'est vraiment un K-E-N-T-O-N-G-A-N de Ketongan. C'est comme un drum, genre, mais c'est un bout de bois creux que tu frappes avec un autre bout de bois, puis ça fait tung tung tung. Ça, c'est utilisé justement en Indonésie, tu sais, dans les villages puis tout ça, notamment pour, tu sais, faire des messages, tu sais, à la communauté. Et pour caler, pendant le ramadan, le sahur. Pre-down meal. Celui que tu manges. Celui que tu manges avant de commencer ton jeûne. Fait que c'est ça, le son. Tung, tung, tung. Il y a quelque chose de rythmique là-dedans. Il y a quelque chose, tu sais, d'engageant. Il en parle aussi. C'est pas la première fois qu'il y a des personnages comme ça qui ont un pouvoir senso-narratif. Il parle, par exemple, des Pokémon. Puis moi, j'étais pas à fond dans les Pokémon, mais un des seuls Pokémon dont je me souviens, c'est Jigglypuff. Parce que quand je pense à lui, je pense à sa petite chanson hypnotisante, genre Jigglypuff. Ça me dirait. Ben voyons, lui aussi il a un pouvoir senso-narratif. Tout son article est là pour dire qu'on devrait reconnaître le pouvoir sensoriel, les récits sensoriels, quand on analyse la mémétique puis l'écologie des médias contemporains. Parce que dans le folklore algorithmique numérique, comme le Italian Brainrot, ben c'est quelque chose qui est présent puis c'est parfois un moteur de vélocité, là, pour que ce personnage-là se différencie des autres puis monte en popularité. Il parle donc d'un nouveau terme, un autre terme forgé qui serait le capital senso-narratif. Donc, si on crée un personnage puis
puis qu'on veut que ça devienne un meme, tu sais, peut-être qu'on devrait penser justement à lui donner une certaine puissance senso-narrative. En quelque part, les influenceurs, ils ont quand même pas mal ça, là, je pense à ceux que je suivais dans le milieu de la beauté sur YouTube, ils ont des expressions comme ça qu'ils vont redire souvent, comme « that is pretty expensive ». Puis tu sais, ils ont chacun leur petite senso... C'est quoi ça que tu tiens? Ils ont toutes comme leur petite façon de dire certains mots vraiment idiosyncratiques à eux. Puis quand tu parles leur langue, quand tu fais partie de la communauté, tu reconnais ces expressions-là qui ont un pouvoir senso-narratif, qui te font vivre quelque chose dans le corps. Ben merci Daphné beaucoup pour ton segment. Moi je voulais juste dire merci à tous les gens pour les retours sur le documentaire, tous les contenus du documentaire. J'étais là à Tout peut arriver pour parler de tout ça, c'était un peu chaotique. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Je vais faire un stream sur ma chaîne Twitch pour débrief. Quand? Éventuellement. Éventuellement, c'est pas clair. Je vais me suivre ma story Instagram, je vais annoncer le stream d'avance, puis il va y avoir la rediff anyway, mais fait quoi, on va... Je voulais pas prendre un autre segment de Café Snake pour m'étaler en long puis en large là-dessus. Pour les gens qui voulaient mes réflexions avant qu'ils sortent, c'est sur le Patreon. Fait qu'allez vous abonner. Haha. Puis c'est ça, fait que je vais faire un stream sur Twitch, mais shout-out à tout le monde, merci. Et finalement, je voulais faire une recommandation culturelle. Donc, il y a un auditeur de Café Snake qui m'a écrit il y a quelques semaines qui lançait son documentaire Le Monde d'après. C'est un film qui est disponible à l'achat ou à la location sur sa plateforme. Je vais mettre le lien là, dans les commentaires. C'est par Martin Forgue, un journaliste essayiste, mais aussi un ancien militaire, donc soldat qui a servi en Afghanistan. On s'intéresse à post-11 septembre, mettons, post-intervention militaire en Afghanistan, tu sais, quel est l'état des lieux aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est la perspective de l'intérieur, d'un soldat finalement qui a participé à cette guerre-là, qui a vécu des transformations, qui est passé d'un récit super idéaliste à quelque chose de totalement anti-guerre. Puis il y a aussi une autre militaire qui est interviewée dans le documentaire que j'ai trouvé vraiment intéressante. On dit 20 ans après le 11 septembre 2001, donc je sais pas si le film a été tourné il y a déjà quelques années, parce que là, on pourrait dire 25 ans, où en est-on aujourd'hui. Évidemment, il y a le complexe militaro-industriel qui n'a cessé de croître. On est toujours dans un moment où on est peut-être engagé dans une guerre. Il y a l'autoritarisme, le renouveau impérialisme des États-Unis. Tout récemment, j'ai justement essayé d'écouter un podcast qui est quand même assez connu. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le Blowback Podcast. Il revient dans le temps pour faire le récit des guerres impérialistes là, dans lesquelles les États-Unis ont été investis. C'était leur première saison sur la guerre en Irak. Donc, c'est pas la guerre en Afghanistan, mais je pense qu'il y a beaucoup de points en commun avec les deux. Puis eux disent dans leur premier épisode que c'est quand même pas mal structurant puis important de comprendre ces guerres-là ou de revenir en arrière pour justement comprendre l'état des lieux en ce moment. Fait que j'essayais d'écouter ça, puis je sais pas si c'est mon pregnancy brain, là, mais en ce moment, j'ai énormément de difficultés à me concentrer. Fait que j'ai à peine écouté un épisode, j'étais pas capable de capter, il y avait comme trop d'informations. Puis ce qui est intéressant, autant du point de vue de la guerre en Afghanistan ou en Irak, c'est l'espèce de rhétorique, tu sais, faisons la guerre contre le terrorisme. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on réinvestit quand même les mêmes justifications. Il y a comme une vision messianique des États-Unis qui arrive là pour libérer les gens des terroristes ou whatever, des pas bons, là, tu sais. Puis c'est quand même arrivé à un moment où moi, j'étais plutôt jeune. 2001, j'avais 11 ans. Mounir, tu t'en souviens même pas, là. J'avais pas les capacités pour tout comprendre, la géopolitique. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme, OK, il faut que je me rattrape, tu sais. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté Café Snake. La semaine prochaine, de retour sur Patreon. La musique d'intro et de outro. Et de Azlo, A-Z-L-O. Puis, by the way, vous avez jusqu'au 15 mai, là. C'est tic, 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 la bombe va éclater. Ouais, tong, tong, tong. Vous avez 3 jours pour nous envoyer vos takes sur les sujets d'actualité, sur la culture web, sur les médias. Ils vont être diffusés cet été, là. Puis, du monde, ils nous envoie des longs takes, on va les diffuser, là. Peu importe. Vous nous envoyez ça par mémo vocaux à notre adresse Gmail. Donc, c'est infocafesnake@gmail.com. Merci beaucoup, bye. Merci.